La mission Apollo 1 devait constituer le quatrième vol du programme Apollo et le premier à emporter un équipage. Les 3 vols qui avaient précédé avaient permis de tester l'étage SIVB, troisième étage du futur lanceur Saturne V, ainsi que le vaisseau Apollo. Dans le cadre de cette mission, lancée comme les précédents dans une fusée Saturne IB, l'équipage devait tester le fonctionnement du vaisseau placé sur une orbite terrestre basse pour une durée de 14 jours si la mission se déroulait de manière nominale. Ce lancement devait également permettre de tester les opérations de lancement, de suivi depuis le sol, l'intégration du vaisseau et avec le lanceur. La version du vaisseau utilisée n'était pas la version destinée à aller vers la Lune, mais une version intermédiaire dite Block 1. Les équipages. L'équipage principal est composé de Virgil Grissom, le commandant, Edward White, pilote en chef, ainsi que Roger Chaffee, pilote. 2 équipages de remplacement ont successivement désigné sur Apollo 1 d'avril à décembre 1960. James McDavid, David Scott, Rudy Schreiber, qui en 1969 devient l'équipage d'Apollo 9, et en décembre 1966 à janvier 1967, Walter Schirra, Don Ellis et Walter Cunningham, qui en 1968 devient l'équipage d'Apollo 7. Le 27 janvier 1960, l'équipage composé de Grissom, White et Chaffee commence un test destiné à s'assurer que le vaisseau est capable de fonctionner de manière autonome. Le vaisseau Apollo, placé dans la tour de service à son sommet de son lanceur, est fermé de manière hermétique avec son équipage à l'intérieur, entièrement équipé. Les liaisons avec l'extérieur de son physique débranchées, tandis que les communications ne sont plus que par radio, comme s'il s'agit d'une répétition de lancement. Les réservoirs de la fusée ne sont pas remplis. Ce test est une étape essentielle avant le lancement planifié pour le 21 février. Dès le début du test, plusieurs problèmes surgissent, d'où une odeur acre et irritante pour la gorge et des grésillements sur la radio, rendant indiscernables les voix des 3 astronautes. 5 heures après le début des tests, ceux-ci se poursuivent encore car ils ont été interrompus à plusieurs reprises pour résoudre des incidents différents. Une surtension dans le circuit électrique est constatée vers 18h30 et 54 secondes. 10 secondes plus tard, Chaffee pousse un cri, puis White annonce qu'il y a le feu en cockpit. Certains témoins racontent qu'ils ont vu sur les moniteurs de télévision White tenter d'atteindre la manette permettant d'ouvrir l'écoutille interne. 6 secondes après l'intervention de White, on entend Chaffee s'exclamer qu'il y a un incendie vraiment dangereux. Immédiatement après, la coque pressurisée cède car la combustion des gaz évaporés dans la pression interne à 2 bars. Des flammes et des gaz de combustion se répandent dans les 2 étages de la tour de service. On entend un dernier cri « Je suis en train de brûler » ou peut-être « Ouvrez-la ». Plus de communications sont interrompues. Il ne s'est écoulé que 15 secondes depuis que White a signalé le début de l'incendie. Les personnes situées à proximité du vaisseau ont évacué la plateforme au moment où la fumée et les flammes ont envahi celle-ci, car elles supposent initialement que les modules explosés ou est sur le point d'exploser, mais un peu plus d'une minute plus tard, elles sont de retour et tentent d'ouvrir successivement qui forment l'écoutille du vaisseau. Une fois le vaisseau ouvert, les personnes présentes constatent
que 2 astronautes se sont libérés des fixations de leur siège, tandis que Chaffee est resté attaché, car c'est son rôle de maintenir les communications. Les combinaisons en nylon sont partiellement fondues et il faut près de 90 minutes pour que le corps des 3 astronautes puisse être extrait de la cabine. Le rapport de la commission d'enquête. Immédiatement après l'incendie, Robert Samnon, l'administrateur adjoint de la NASA, nomme une commission d'enquête composée de l'astronaute Borman, Maxime Faguet et 6 personnes placées sous la direction de Floyd L. Thompson, responsable du centre de recherche Langley. Des photos tridimensionnelles sont prises de l'intérieur de la cabine du vaisseau incendié, puis celle-ci est démontée tandis qu'un vaisseau identique, le CM-04, subit en parallèle les mêmes opérations. Chacune des pièces est alors examinée. Par ailleurs, l'autopsie du corps des astronautes est réalisée. 3 hommes seront décédés d'un arrêt cardiaque lié aux concentrations élevées de monoxyde de carbone. Leurs corps présentent des brûlures au 3e degré, mais celles-ci sont sans doute produites après leur décès. En brûlant les combinaisons des astronautes et les tubes d'arrivée d'oxygène, l'incendie les a exposés à l'atmosphère hautement toxique de la cabine. L'enquête menée montre que plusieurs erreurs ont été commises, en partiellement liées à la complexité du projet, au planning très tendu découlant de l'objectif fixé par le président Kennedy, poser un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, et la compétition par laquelle la NASA avait engagé avec ses homologues soviétiques, mais a elle aussi relevé des problèmes de conception entraînant l'utilisation de mauvais composants ou encore de matériaux inflammables et d'organisation, les risques n'étaient pas assez pris en compte. Le déclenchement de l'incendie sera attribué, sans être clairement identifié, à un court-circuit provoqué par un fil électrique dénudé qui serait produit sous le siège de Virgil Grissom à cause de l'oxygène pur sous pression. La cabine s'embrasa rapidement, ce qui tua les astronautes en moins de 9 secondes. L'enquête relève l'utilisation de nombreux matériaux inflammables dans la cabine. La cabine est tapissée de bandes velcro afin de permettre aux astronautes de coincer tout ce qui risquait de flotter au milieu de la cabine en apesanteur. Cependant, le velcro exposé dans une atmosphère d'oxygène, en 1966, il y avait 10 fois plus de velcro dans la cabine que prévu à l'origine, parce que les astronautes avaient personnalisé leur vaisseau et en voulaient toujours plus partout. Le système d'ouverture de la capsule nécessitait de longues procédures de plus de 2 minutes, là où les frappes de capsule Mercury s'ouvraient en moins d'1 seconde à l'aide de boulons explosifs. Beaucoup de négligence dans le câblage électrique et la surplomberie sont également soulignées. Les conséquences sur le programme Apollo. Dès le lundi suivant la tragique catastrophe, Gene Kranz réunit l'équipe de contrôle en vol. Il en résulte une déclaration résumant les engagements que doit prendre chaque membre de cette équipe, individuellement et collectivement, dur et compétent, ressortent comme 2 valeurs fondamentales du succès dans un environnement exigeant. Durant 21 mois, les fusées Saturne V et Apollo sont revues de fond en comble et plusieurs modifications importantes sont effectuées. Remplacement de l'oxygène pur par un mélange d'azote 60% et d'oxygène 40%. Les combinaisons sont améliorées pour les rendre moins inflammables. Les câbles électriques sont mieux isolés et l'écoutille est modifié pour s'ouvrir en moins de 10 secondes. L'écoutille, qui était initialement de 2 panneaux distincts et ne s'ouvrait que de l'intérieur, est remplacé par une écoutille unique à l'ouverture rapide montée sur une charnière qui assure à la fois l'étanchéité et la protection thermique. Ce réexamen complet du programme Apollo a vu
fut bénéfique par la suite, à tel point que Donald Stanton, chef des équipes d'astronautes, déclara: je suis persuadé que nous aurions fini par nous casser la figure à plusieurs reprises avant d'arriver sur la Lune. Peut-être même que nous y serons jamais arrivés s'il n'y avait pas eu Apollo 1. Nous sommes tombés sur un nid de vipères qui nous aurait bien donné du fil à retordre par la suite. Le problème aurait été petit à petit, sur plusieurs vols, en zigouillant plusieurs personnes au passage. L'incendie nous a obligés à arrêter tout le programme et à faire un grand nettoyage. L'accident entraîne également le remplacement des responsables directement impliqués dans le développement des vaisseaux Apollo, notamment à la NASA. George Low remplace Joseph Francis Shea comme responsable du programme de développement des vaisseaux Apollo, malgré le rôle clé joué par celui-ci dans l'avancement du programme. Voilà, c'était Apollo 1, le premier vrai Apollo de la mission Apollo, qui n'a malheureusement jamais décollé suite à un accident qui a causé la mort de 3 personnes pendant l'entraînement. Voilà, je vais faire d'autres vidéos sur Apollo parce que il y en a eu beaucoup d'émissions Apollo, on est qu'à la 1, puis voilà.